Bonjour à tous, bonjour Arnaud, bonjour Sybille, bienvenue Bonjour. à ce septième numéro, si je ne m'abuse, des Rendez-vous du droit du travail, un événement Complètement. qui tient à cœur puisque vous êtes très très nombreux à chaque fois à vous inscrire à cet événement qui, on vous le rappelle, est disponible en replay. Si vos collègues ne peuvent pas assister, vous pouvez toujours revoir cet événement après coup sur notre chaîne YouTube. Donc, je laisse Arnaud se présenter. Bonjour Arnaud. Je crois que tout le monde te Bonjour, connaît. eh ben, écoutez, Toujours. merci d'être toujours aussi nombreux, donc et même plus nombreux à chaque fois. Donc moi, je m'appelle Arnaud Collin et je suis consultant formateur à l'Institut 410 sur le site de Montpellier, en droit Et du donc, travail. Sybille nous accompagne aussi aujourd'hui pour organiser cet événement. Est-ce que tu peux nous dire deux, Effectivement, trois ravie mots? d'être là. Alors aujourd'hui, je m'occupe de la partie questions-réponses, donc surtout n'hésitez pas si pendant le live vous avez des questions, vous avez un petit onglet en haut de votre écran qui s'appelle QR et donc il y aura des moments dédiés pendant le live pour y répondre. Voilà, surtout n'hésitez pas. Alors, on va commencer rapidement puisque le programme est très chargé. Je te propose, Arnaud, peut-être de nous présenter les différents thèmes que tu vas aborder aujourd'hui. Tout à fait, Sylvain. Donc on va aborder 5 thématiques qui sont les suivantes. Donc tout d'abord, liberté d'expression et réseaux sociaux. Quel positionnement des tribunaux par rapport à ça? Puisqu'on a pas mal d'arrêts assez récents sur la question. Voilà. Le deuxième point qu'on va aborder, c'est les nouveautés 2025 sur la formation. Donc principalement le contrat d'apprentissage et le CPF. Ensuite, on verra effectivement quelques arrêts de la Cour de cassation. Puis on terminera par 2 thématiques, les titres restaurants, parce que c'est d'actualité. Et puis, vous savez, dans ces webinaires, on a aussi l'habitude de voir aussi des projets ou des propositions de loi. Et là, il y a une proposition de loi qui a retenu mon attention, c'est celle sur l'amélioration des droits des parents d'enfants gravement malades. Alors, très vite, donc, on va aborder le premier thème. C'est un thème que vous nous aviez demandé lors du précédent numéro. Quelle est finalement la législation en termes de liberté d'expression sur les réseaux sociaux en lien avec l'activité professionnelle. Donc, c'est ce premier thème que Arnaud, tu vas nous présenter en nous donnant les positionnements de la Cour de cassation en la matière. Alors, est-ce que tu peux nous en dire plus? Tout à fait, cour de cassation et cour d'appel. Juste, il y avait une question auquel je vais déjà répondre, c'est aura-t-on le support de la présentation, Sylvain? Oui, oui. Donc vous allez recevoir normalement dès lundi un email en fait qui vous permettra d'accéder au replay et au support qui sera téléchargeable. Donc tout ce que l'on vous présente là maintenant aujourd'hui, eh bien vous le retrouverez en PDF la semaine prochaine en fait dans votre boîte mail. Enfin en tout cas vous aurez la possibilité de le télécharger sur notre site internet. Voilà, comme tous les supports de tous les rendez-vous du droit du travail. Un peu plus sérieux, donc Arnaud, est-ce que tu peux donc nous en dire plus sur les réseaux sociaux? Complètement. Alors tout d'abord, je vais prendre un article de loi et un article de la Convention européenne, effectivement, des droits de l'homme. Mais avant de voir cela, Ouais. avez-vous été confronté à des situations au sein de votre organisme? De quelle nature? En 2 ou 3 mots. Donc normalement, doit apparaître une Alors, et voilà. Alors, vous allez pouvoir répondre en deux temps, en fait. Donc, c'est une question en deux temps. Donc là, on vous demande d'ores et déjà si, dans le cadre de votre activité de RH ou de collaborateur RH, est-ce que votre entreprise, l'organisme, a été confronté à cette situation? Donc, vous pouvez répondre par oui ou par non. Voilà. Et dans un deuxième temps, il faut appuyer sur le volet 2 pour pouvoir nous dire finalement quelle était la nature finalement des situations. En deux, trois mots, va apparaître ensuite un nuage de mots. Normalement, si tout fonctionne bien. Donc, on vous laisse quelques secondes. Hop. Alors, 97% de non. Arnaud, D'accord, je ne sais pas si tu tout as à les fait. réponses. Et donc, 96% et 4% de oui. Et en termes de nuages de mots. Donc, je ne sais pas si tu vois à l'écran. En tout cas, c'est Oui. Facebook qui apparaît, le mot réseau, injure, Hmm. des postes d'agents, a priori.
Direction, alors opinion, direction. Donc j'imagine que ce sont des gens des personnes, des collaborateurs qui ont émis des opinions. Alors on ne sait pas de quelle nature. D'ailleurs, si vous pouvez préciser quelle était la nature des opinions émises, politiques, religieuses, etc. Arnaud va pouvoir aborder ces Bien thèmes sûr. tout à l'heure. Bon, toi, le mot injure ressort, voilà, Facebook en premier lieu, c'est le réseau social sur lequel, a priori, ont été rencontrées des situations qui peuvent être problématiques, j'imagine, pour nos participants aujourd'hui. Alors du Eh coup, on ben, va peut-être voilà, avancer. merci beaucoup, Sylvain. Donc, effectivement, vous êtes quand même 13% à avoir été confrontés. Ça montait un petit peu, donc ça montre qu'effectivement, c'est pas quelque chose d'anecdotique et qu'on en a de plus en plus. Et effectivement, l'injure est une limite à la liberté d'expression, comme je le verrai. Est-ce qu'on Alors, ça peut peut... continuer? Oui, Voilà. Donc, alors, la première chose qui me paraît importante, on va juste rappeler une disposition légale et une disposition, la Convention européenne des droits de l'homme, et on verra comment la Cour de cassation et les cours d'appel l'ont interprété. La première chose, vous avez un article qui est un article du Code du travail, qui est l'article L 1121-1 du Code du travail. C'est intéressant parce que déjà dans cet article, on voit que la liberté d'expression n'est pas absolue, elle est relative. On ne peut pas tout faire en termes de liberté d'expression. Et je cite, l'employeur ne peut pas apporter de restrictions à la liberté d'expression qui ne serait pas justifiée par la nature de la tâche à accomplir, ni proportionnée au but recherché. Donc ça, c'est vraiment intéressant cet article parce que oui, je peux apporter des limites. D'accord? Alors après, c'est là qu'on va un peu développer ce que c'est que la nature de la tâche à accomplir. On verra comment les tribunaux l'ont interprété et la proportion au but recherché. C'est ce qu'on va voir tout à l'heure. Ça, c'est un article effectivement du code, du code du travail. Ensuite, on va voir sur la diapo suivante un article de la Convention européenne des droits de l'homme qui s'applique, qui est l'article 10, paragraphe 2, qui dit qu'il y a une limite. Donc, c'est marqué que l'exercice de ces libertés comporte des devoirs et des responsabilités, donc l'exercice de la liberté d'expression, et qu'il y a des limites qui tiennent à la protection de la santé et de la morale, à la protection de la réputation, des droits d'autrui ou des informations confidentielles. Donc, c'est intéressant, d'accord, puisqu'on peut apporter des limites pour protéger ma réputation. D'accord? Donc, quand on dit protéger la réputation, ça peut être la réputation de personnes physiques comme de personnes morales. Ça, c'est intéressant, parce qu'on a eu des cas à la Cour de cassation, c'était à la fois des personnes physiques, mais aussi des personnes morales. On n'injure pas seulement son employeur, mais on ne peut pas dire du mal de l'entreprise, et je prendrai des exemples concrets. Et bien sûr, tout ce qui est information confidentielle, parce que là aussi, on voit qu'il y a des obligations contractuelles. Donc, je ne peux pas violer via les réseaux sociaux des obligations contractuelles. Donc ça, c'est vraiment le champ global. Voilà. Maintenant, on va l'illustrer de manière concrète. Donc, ce que je vous propose, c'est déjà aborder le principe, qui est la liberté d'expression. D'accord? Et je vais montrer quelques exemples où la Cour de cassation considérait que cette liberté d'expression n'avait pas été effectivement violée. D'accord? Donc, il avait eu raison de mettre en place cette liberté d'expression. Donc, 3 illustrations par lesquelles le principe est la liberté d'expression. Première illustration, j'ai un droit à la critique. Si elle s'appuie sur des faits objectifs en lien avec l'activité professionnelle. Donc, dans une certaine mesure, j'ai un droit à critiquer effectivement mon employeur dès lors que ça repose sur du factuel, sur des faits objectifs. D'accord? Donc, je prendrai cet exemple que je trouve intéressant, effectivement, la Cour de cassation. Donc, en l'espèce, si vous voulez, c'était assez intéressant. Je vous lis un petit peu ce qu'avait dit la personne. Alors, la personne s'est exprimée sur un site qui s'appelle Miroir Social. Et elle avait indiqué, par exemple, que l'un de ses collègues avait été sanctionné pour avoir soi-disant mal répondu à son chef d'équipe, motif monté de toutes pièces. Et précisé qu'en participant à une réunion de négociation qui s'est tenue avec le directeur régional, lui et ses collègues avaient subi chantage et menaces déguisées. Donc derrière, il y avait aussi des affaires de harcèlement. Voilà. Donc là, très clairement, la Cour de cassation a dit que c'était un droit à la critique. Donc on avait le droit, effectivement, d'avoir ce droit à la critique. D'accord? Dès lors qu'il n'y avait pas de diffamation, dès lors que ça reposait sur des faits objectifs. Il y a eu d'autres cas, donc le simple fait de porter atteinte à la réputation de l'entreprise ne suffit pas. Il faut autre chose. Parce que c'est vrai que ça, si je mets ça sur un site, le fait que je mets en cause des licenciements qui avaient été faits par l'employeur,
quelque part, ça porte atteinte à sa réputation, mais porter atteinte à la réputation ne suffit pas. Il faut d'autres éléments, et ça, c'est vraiment important. Il y a eu le cas aussi, par exemple, d'une association, c'était une décision de cour d'appel, où il y avait effectivement des personnes qui avaient participé à une pétition sur Internet pour demander au niveau de l'association qu'il y ait une gestion plus démocratique de l'association de la part des dirigeants. Voilà. Vous voyez, ça, on s'est dit, participer à une pétition, non, il y a une gestion plus démocratique, ça fait partie du droit d'expression, même si ça porte atteinte à la réputation. En soi, ça ne suffit pas. C'est une première illustration pour vous montrer effectivement que j'ai le droit effectivement à la critique. Deuxième illustration qu'on va évoquer maintenant, c'est faut que ça soit la Cour de cassation, enfin la Cour de cassation, la loi dit qu'il faut que ça soit justifié par la nature de la tâche à accomplir et proportionné au but recherché. D'accord? Donc s'il y a des limites, il faut vraiment que ça soit justifié par la nature de la tâche à accomplir. Donc clairement, tout ce qui touche ma vie privée en général, je ne peux pas sanctionner quelqu'un par rapport à sa vie privée. Alors l'exemple, je trouvais, alors j'ai pas mal cherché un exemple qui pourrait me paraître intéressant, et j'ai trouvé cet exemple particulièrement intéressant. C'est quelqu'un qui publiait sur son site Facebook, en public, je dis bien en public, une photo qu'il estimait artistique. Alors c'était intéressant parce que c'était quelqu'un qui était directeur d'un foyer de vie. Donc c'était un foyer de vie d'adultes, c'était des adultes handicapés qui étaient dans ce foyer de vie. Hein, c'était une œuvre hospitalière qui gérait ce foyer de vie. Et en fait, la personne s'était montrée sur son site Facebook nue sur un prie-dieu. Donc on le voyait bien sûr de dos, nue sur un prie-dieu. Donc elle a dit, mais c'est de nature à porter atteinte à ma réputation. C'est comme quelqu'un qui est directeur. Il n'a pas dans sa vie privée, parce que ça porte atteinte à ma réputation et ça me porte préjudice en tant que personne morale, à se dévoiler de cette façon. La Cour de cassation a dit non, c'est pas parce qu'il était directeur d'établissement qu'il n'avait pas le droit effectivement au respect de sa vie privée. Elle a considéré qu'il n'y avait pas vraiment qu'il n'y avait pas de, disons, d'abus de la liberté d'expression. Hein, elle a considéré que c'était simplement une photo artistique. Donc là aussi, c'est important parce qu'un fait tiré de ma vie privée, même si j'ai une fonction importante, ne peut pas justifier un licenciement en soi. Voilà pour cette deuxième illustration. Troisième illustration que je trouve particulièrement intéressante. Alors là, cette illustration, elle me paraît très intéressante parce que c'est une troisième illustration de la liberté, effectivement, d'expression sur les réseaux sociaux. C'est l'accès à un nombre restreint de personnes. Donc là, il s'est adressé à 14 personnes, d'accord? Et clairement, c'était des injures. Il y avait une injure, effectivement, il y avait des injures de la part de l'employeur. Et dans ces cas-là, en fait, ça relève des correspondances privées. C'est un peu comme si j'envoie un mail personnel et confidentiel. Hein, on a vu qu'il y a eu pas mal d'arrêts là-dessus, quand c'est marqué personnel et confidentiel, même si ce sont des injures à l'égard de l'employeur. D'accord? On ne peut pas licencier cette personne pour ça. Ça fait partie de la liberté de la correspondance. Bon, rien que le titre. On sentait que c'était injurieux puisque le titre de Facebook, le titre du groupe Facebook s'appelait, je cite, Extermination des directrices chieuses. Voilà, donc c'était une négociatrice d'agence immobilière, pour être très clair. Bon, ben voilà, donc là c'est important parce que si je suis amené à injurier dans un cadre purement privé et on considère que 14 personnes c'est privé, vous voyez, en soi ça ne suffit pas pour me licencier. Voilà. Alors le problème c'est quand est-ce que ça devient public. Alors attention, hein, si jamais j'aurais été privé, je verrai tout à l'heure, et que j'avais 1000 amis, c'est plus vraiment privé à 1000 amis, d'accord? Mais si jamais je suis privé et que je m'adresse à un groupe vraiment très restreint de 14 personnes, ça ne justifie pas un licenciement. Donc le principe est la liberté d'expression. Donc ça, effectivement, ça me paraît important. 1, droit à la critique. 2, droit au respect de la vie personnelle, y compris si ça porte atteinte à l'entreprise. Et 3, les correspondances privées. Donc il ne faut pas, effectivement, j'ai le droit dans un cadre privé de m'exprimer voilà, librement. Maintenant, on va voir les exceptions. Parce que bien sûr, à cette liberté d'expression, il y a des exceptions. La première limite, et ça c'est vraiment très intéressant, c'est un manquement à l'obligation de réserve. Alors c'est quelqu'un qui travaille dans un service public. Pour être très précis, c'est quelqu'un qui travaillait dans une mission locale. Donc je sais que parmi vous, il y a des collègues qui travaillent dans une mission de service public. Quand on travaille dans un service public, donc c'est une mission locale, c'est un service public, comme les organismes de sécurité sociale sont des services publics. D'accord? J'ai le droit d'exprimer des opinions religieuses, des opinions politiques. D'accord? Mais ce qui n'est pas permis, effectivement, c'est un manquement à l'obligation de réserve. C'est-à-dire qu'en tant qu'agent de service public, j'ai une obligation de réserve. D'accord? Et on considère que des propos outranciers au niveau religieux
est un manquement à l'obligation de réserve. Alors, je vais vous citer ces propos pour que ce soit le plus clair possible. Hein. Donc, ce qui est important, la Cour de cassation emploie le terme de excessif. Propos excessifs. Alors, qu'est-ce que c'est qu'excessif? J'ai regardé dans le Larousse. Ce qui est excessif, c'est ce qui va facilement vers les extrêmes, ce qui excède l'ordinaire. D'accord? Donc, je cite. Je refuse de mettre le drapeau, alors qu'on travaille pour un service public. Je ne sacrifierai jamais ma religion, ma foi, pour un drapeau quel qu'il soit. Prophète, rappelle-toi le matin où tu quittas la famille pour aller placer les croyants à leur poste de combat. Et voilà, vous voyez, c'est des propos quand même qui dépassent l'ordinaire, qui sont particulièrement excessifs. D'autant que l'identification était possible. Ça aussi, c'est important. C'est pas anonyme. Je peux reconnaître la personne. Ce qui était intéressant, parce que ça a été renvoyé, parce que la Cour de cassation donc, a cassé et annulé un arrêt de cour d'appel, donc ça a été renvoyé devant une autre cour d'appel, qui est la Cour d'appel de Nîmes. Et la personne s'était défendue, l'agent, en disant « mais c'est privé ». Non, il n'avait écrit qu'à ses amis, mais il avait 1000 amis. Donc avoir 1000 amis, ce n'est plus privé. Et dans ces 1000 amis, parce j'ai bien regardé l'arrêt de la cour d'appel, il y avait 13 bénéficiaires de la mission locale. La mission locale, c'est une mission locale pour l'emploi, pour l'insertion. 13 bénéficiaires très jeunes, qui pouvaient inciter à une forme, quelque part, de désobéissance à l'égard de l'État. Donc attention aux propos excessifs, surtout si on reconnaît. Donc la première limite, c'est les propos excessifs. Y compris si ce n'est pas des propos excessifs en lien avec l'activité professionnelle, mais parce que j'ai une obligation de réserve. La deuxième limite que je vais voir effectivement avec vous, c'est un manquement à l'obligation contractuelle de confidentialité, un manquement à l'obligation de loyauté. Vous savez, chers collègues qui travaillez pour le service public, vous avez une obligation de confidentialité, une obligation de loyauté. Mais ça concerne également le secteur privé. Alors là, c'était intéressant, c'était une marque, hein, je peux citer la marque, c'est Petit Bateau, qu'importe. Et en l'espèce, c'était une salariée de Petit Bateau qui avait dévoilé la nouvelle collection. Il se trouvait qu'elle avait 200 amis. 200 amis, c'est plus un cadre privé. Mais même là, c'est comme une violation d'une obligation de confidentialité. Dans les 200 amis, entre guillemets, il y avait notamment des amis d'entreprises concurrentes. Hein, le juge avait pu effectivement le voir. Donc là, clairement, c'est la violation d'une obligation contractuelle. Elle a signé un contrat par lequel elle a une obligation de loyauté et de réserve et doit s'en tenir à son contrat. D'autant s'il y a 200 amis. Voilà. Donc ça, attention. Oui, c'est une limite à votre liberté d'expression, outre les propos excessifs, que ce soit au niveau religieux, politique et excessif, et ce qu'on peut reconnaître, c'est également cette obligation de confidentialité, loyauté. Voilà, que j'ai. Ma troisième limite, c'est une atteinte, effectivement, à l'image de l'employeur. Atteinte à l'image de l'employeur. Alors, en l'espèce, je rappelle que juste le fait de porter atteinte à l'image de l'employeur ne suffit pas en soi. Mais là, c'est une mise en cause de la moralité, de la probité, un dénigrement de l'entreprise, un discrédit au niveau de l'entreprise. Clairement, c'était un doigt d'honneur. Donc, elle était effectivement sur l'exemple, c'était sur le site Facebook. On le voyait de faire un doigt d'honneur, le salarié, donc je ne le ferai pas, bien sûr, ne vous inquiétez pas. D'accord? Et on le voyait faire un doigt d'honneur et c'était marqué le nom de son entreprise. Donc, il y avait le doigt d'honneur et c'était marqué FU. Baguepi, parce que c'était l'entreprise Baguepi pour être très précis, donc une entreprise privée. Donc là, clairement, c'est un dénigrement de l'entreprise. En plus, il avait dit des choses qui n'étaient pas forcément exactes par rapport à ça. Donc clairement, là, c'est une atteinte à l'image de l'employeur. Et je vais prendre Mais il y avait vraiment une mise en cause de la moralité ou de la probité. Vous voyez, c'était pas basé sur des éléments objectivables, en fait, et il y avait un excès. Toujours par rapport à cette troisième limite, et pour être le plus précis possible, je vais prendre un deuxième exemple. Et je pourrais en prendre beaucoup d'exemples là-dessus. C'est des propos diffamatoires tenus sur LinkedIn. Alors ça, c'est bon, parce qu'on va changer un peu, on ne va pas parler que de Facebook. Et là, c'était vraiment des propos diffamatoires tenus sur LinkedIn. Donc là, c'est un arrêt, effectivement, la Cour d'appel de Douai. Ça n'a pas encore été en cours de cassation. Hein, c'est un arrêt, effectivement, du 31 mai, 31 mai, effectivement, 2024. Hein, je vais effectivement sur cet arrêt. Et en l'espèce, je cite, c'était pendant le confinement, et l'agent avait dit, ils attendent quoi pour nous confiner? Ils attendent qu'on ait un mort?
L'employeur s'en fout. Enfin, il a employé des termes vraiment assez excessifs. C'était sur LinkedIn. Donc LinkedIn, enfin, je disais, on peut le reconnaître assez facilement, d'autant que c'était marqué le nom de l'entreprise. Et il recherchait un autre poste, en fait. Alors, je ne sais pas si je lui apporte des chances sur le nouveau poste. Hein, je ne connais pas cette personne. Mais sachez que c'est vraiment diffamatoire. Hein, ils disent que l'employeur veut créer un cluster, etc. C'est vraiment diffamatoire. Alors là aussi, je vais montrer d'autres exemples d'abus de la liberté d'expression. Je ne vais pas tenir à cela, mais là aussi, ça porte atteinte à la réputation de l'employeur et c'est vraiment excessif. C'est traité par exemple son employeur sur Facebook, effectivement, de ça commence par C, de faux de mange de petit chef d'équipe. Ça, clairement, c'est une atteinte effectivement à la réputation. Dire aussi, effectivement, sur Facebook, sur son mur Facebook, oui, c'est clair, ça scénarise la cour d'appel de Besançon, cette boîte me dégoûte. Il mériterait juste qu'on mette le feu à cette boîte de Là, c'est clairement des propos qui excèdent, si vous voulez, l'ordinaire. Voilà un petit peu sur effectivement les limites. Alors, excellente question de Julien. Alors, Julien, je vais répondre clairement à votre question. Alors, c'est quoi le nombre limite demande Julien. Par là, je veux dire que tout est question de proportion. Je donne un exemple. J'ai 1 million d'abonnés sur mon compte. OK, mais je ne partage une information sensible qu'avec 1000 amis. Eh bien, Julien, c'est un peu ce qu'a fait notre éminent, la personne qui travaillait à la mission locale. Il n'a partagé qu'avec 1000 amis. Donc oui, 1000 amis, ce n'est pas de la correspondance privée. Ça excède une dizaine. Alors, j'ai eu d'autres arrêts pour essayer de vous éclairer, Julien. J'ai eu un arrêt de la Cour d'appel de Bordeaux du 31 janvier 2019 où c'était 52 amis. Et ami d'amis. Donc, c'est quelqu'un qui avait injurié son employeur à 52. Et 52, Julien, on a considéré que c'était plus une conversation privée. Donc, je ne vais pas vous dire c'est à partir de 20, c'est à partir de 25, mais 52. Et il y a aussi un autre truc, un autre élément qu'il faut prendre en compte, c'est s'il y a possibilité de partager aussi la publication sur Facebook. Parce que j'ai vu d'arrêt de cour d'appel qui disaient, mais attention, il y avait 40, mais attention, on pouvait partager cette publication. Parce que parfois, on ne peut pas partager sur Facebook, mais parfois, on donne l'autorisation à ses amis et amis d'amis de partager. Donc, clairement, Julien, si vous faites uniquement un profil privé, que vous injuriez votre employeur ou qu'il y a un manquement à l'obligation de loyauté et que l'on voyait à 1000 amis, oui, ce n'est plus privé. Oui, ce n'est plus couvert par les correspondances privées. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions à part celle de Julien ou d'autres observations? Allez-y, j'attends une petite minute ou 2 minutes sur cette question. Je sais que vous l'aviez beaucoup demandé, ça revenait plusieurs fois sur liberté d'expression. N'hésitez pas s'il y en a d'autres. Voilà, donc pas d'autres questions effectivement sur ce point. Donc, je synthétise pour être très clair par rapport à ça. Principe, liberté d'expression. Ça, c'est vraiment important. Droit à la critique. Également, je peux avoir quelque chose dans ma vie privée. Hein, donc, en principe, un fait tiré de la vie privée ne donne pas lieu, sauf exception, à un licenciement. Et troisième chose, le respect des correspondances privées. Les limites, ça serait un manquement à une obligation de service public, comme l'obligation de réserve. Ça serait une insulte ou injure à l'employeur, ou ça serait un manquement à une obligation contractuelle. Voilà un petit peu si je veux synthétiser ce que je viens de dire en 20 minutes sur la liberté d'expression. Oui, Muriel me pose comme question, fait-on différent qu'avec ce qui est dit sous le coup de la colère? Muriel, on est censé se maîtriser dans le travail. D'accord? Donc, on peut dire que la personne qui a mis fuck quelque chose, c'était sous le coup de la colère. Mais on est censé se maîtriser. D'accord? On est censé se maîtriser. Donc, effectivement, dans ces cas-là, même si on ne sait pas ce qui s'est passé. Alors, une photo de profil loufoque sur Zoom ou messagerie vers d'autres entreprises n'est donc pas une faute. Ça dépend. Je ne sais pas, Agnès. Alors, je vais répondre à votre question de manière précise. Tout dépend si vous utilisez la messagerie de l'entreprise. Parce que si vous utilisez la messagerie de l'entreprise et que, je ne sais pas, moi, par exemple, c'est quelqu'un, allez hop, j'utilise la messagerie de l'entreprise, vous voyez sur mon profil que vraiment, je suis habillé en clown, par exemple. On est quand même sur alors c'est autre chose, Agnès, on est sur un portable professionnel. Et dès lors qu'on est sur du matériel professionnel, je rappelle que tout ce qui est sur un appareil professionnel est censé être professionnel. Donc l'employeur peut l'utiliser, sauf le secret des correspondances privées, sauf si je marque un mail personnel et confidentiel et qu'on discute entre 3 amis. Et Agnès, je peux même vous dire, il y a un arrêt d'une cour d'appel qui est très intéressant, c'est sur WhatsApp, où on a considéré qu'un contenu WhatsApp qui était sur un ordinateur professionnel était public
Et donc, l'employeur pouvait l'utiliser pour licencier la personne. Donc, Agnès, attention à ce qu'on entend par loufoque. Il faudra aller un petit peu plus loin par rapport à ça, mais en soi, comme c'est du matériel public, c'est un petit peu effectivement différent, hein, puisque c'est censé être professionnel. Hein. Donc là, on est censé représenter l'employeur. Voilà, d'autres questions, ça suscite beaucoup de questions. Mais c'est complètement ça. Hein. Sur les réseaux sociaux, ça c'est Baptiste qui nous dit ça. La jurisprudence prête attention à la configuration des paramètres de confidentialité complètement, mais si c'est confidentiel et qu'il y a 1000 personnes, comme je vous le disais, hein, Baptiste, hein, quel est le caractère de confidentialité? Hein? La liberté de l'expression est libre sauf abus, mais en pratique, les propos excessifs sont parfois difficiles à appréhender. Mais évidemment, qu'est-ce qui est excessif? Excessif, c'est ce qui dépasse la normalité, Baptiste. Donc, parfois, on est limite entre l'excessif et pas l'excessif. Mais clairement, injurier son employeur, c'est non négociable. Si jamais, bien sûr, c'est pas entre 3 et 4 amis. Surtout que la notion d'amis sur les réseaux sociaux, elle est c'est quand même une définition un peu particulière aussi. Ouais, la notion d'amis. Alors, je précise ma question. Alors là, je sais pas parce que j'ai pas d'arrêt de la Cour de cassation, Agnès. Agnès me dit, je précise ma question, une photo de Nabila ou d'un chien sur une messagerie d'entreprise. Alors, je ne dis rien sur Nabila, hein, que je respecte profondément. Mais en ce qui concerne effectivement le chien, si j'écris à des clients extérieurs, ça se discute. Ça se discute effectivement par rapport à ça. Et si je suis amené à voir ça dépend comment est le chien. Est-ce que c'est quelqu'un d'entreprise qui est visé par rapport à ça? Vous voyez, il faut faire attention. Parce que là, je représente l'image de l'entreprise quand même. Alors, j'ai pas d'arrêt là-dessus, Agnès. Je suis un peu embêté par votre question parce que j'ai très très peu d'arrêt. Enfin, je n'ai pas d'arrêt même de la Cour de cassation sur ces loufoques. Mais au regard aujourd'hui de ce qui concerne par exemple la liberté d'habillement. Vous savez, il y a eu pas mal d'arrêts sur la liberté d'habillement, où là, vraiment, dans l'habillement, je représente l'entreprise. Il peut y avoir parfois, si jamais j'ai un habit qui ne correspond pas au dress code de l'entreprise, ou il y a s'il y a un abus par rapport à ça, je peux avoir un licenciement. Il y a une affaire. La première affaire, c'est l'affaire Rock Xerox. Hein. C'est dans les années 2000, où effectivement, un commercial allait en short et allait voir les clients en short. On a considéré qu'il représentait l'entreprise et que donc le licenciement était justifié. Mais honnêtement, j'ai pas d'arrêt de la Cour de cassation avec un chien ou alors avec Nabila que je respecte, je rappelle. Aussi le chien, je respecte profondément. Voilà. Peut-on porter un jugement, c'est une question de Christelle, sur le management de la politique menée par l'employeur interne ou externe? Là aussi, Christelle, tout dépend. Tout dépend si je suis dans un droit de la critique qui est mesuré, qui s'appuie sur du factuel, parce que par exemple j'ai été harcelé et qu'il y a un jugement à la cour un jugement qui reconnaît que je suis harcelé, il n'y a pas de problème. Si je commence à porter un jugement en apportant des propos excessifs, diffamatoires, qui portent atteinte à la réputation de l'entreprise sans que ça soit justifié, c'est différent. Voilà. Voilà un petit peu sur cette partie qui a fait couler beaucoup d'encre. Ce que je vous propose maintenant, c'est aborder le deuxième sujet. Et je laisse Sylvain présenter le deuxième sujet. Après, c'est un grand moment de poésie. Donc, on va faire le point, Arnaud, sur l'actualité de la formation. Et oui. Quelles sont les nouveautés en termes de contrat d'apprentissage et de CPF? Eh bien, donc, c'est ce qu'on va voir maintenant. Donc, la première chose dont je vais vous parler, bien sûr, c'est le contrat d'apprentissage. Donc là, ça a un petit peu changé pour le contrat d'apprentissage. Et les contrats qui sont conclus à partir du 24 février 2025 jusqu'au 31/12/2025, les aides en embauche ont évolué. Donc avant, on avait une aide, c'était 6 000 euros. Hein. Maintenant, aujourd'hui, c'est 6 000 euros maximum. Je rappelle, c'est une aide qui est sur la première année du contrat, qui sera versée mensuellement. Et le de 6 000 euros maximum, là, ça n'a pas changé pour le recrutement d'apprentis en situation de handicap. Elle est de 5 000 euros maximum pour les entreprises de moins de 250 salariés, donc la première année du contrat. Elle est non plus de 6 000 euros, mais de 2 000 euros pour les entreprises, donc les organismes de sécu, s'ils s'engagent, donc ça n'a pas changé, à atteindre. Alors les 2 000 euros ont changé, le montant a changé. Par contre, les conditions, c'est qu'il faut qu'elles s'engagent à atteindre un seuil de contrat d'alternance ou de contrat favorisant l'insertion professionnelle dans leur effectif jusqu'à Bac+5. C'est-à-dire que là, si vous voulez, pour que je puisse bénéficier de l'aide, je dois avoir, entre guillemets, un quota de personnes en situation d'apprentissage. Alors, je ne rentre pas rentrer dans le détail du quota, mais c'est que je m'engage à avoir au plus tard, au 31 décembre 2026, 5% effectivement de contrats favorisant l'insertion professionnelle. C'est un engagement. Hein. Donc, je vais signer un engagement que je vais envoyer à l'agence de services et de paiement. D'accord? Ou alors, c'est avoir 3% d'alternants. Si j'ai déjà 3% d'alternants, augmenter au moins de 10% ces 3% d'alternants.
Voilà. Donc ça, effectivement, c'est pour les entreprises de plus de 250 salariés. Donc il y a des conditions supplémentaires. Et je prends des engagements vis-à-vis, effectivement, de cette agence de services et de paiement. Et puis, bien sûr, il faut que je transmette le contrat dans les 6 mois suivant la signature à une formation. Donc ça, je dirais, c'est dans la loi de finances, avec un décret, qui est le décret du 22 février 2025. Maintenant, je vais parler des apprentis eux-mêmes. Voilà. Et pour les contrats conclus à partir du 1er mars 2025. Alors, avant, ils n'étaient pas assujettis à la CG, enfin, il y avait des conditions différentes d'assujettissement à la CSG CRDS. Le seuil de la part de rémunération sur laquelle les apprentis bénéficient d'une exonération des cotisations sociales d'origine légale et conventionnelle sera baissé de 79 à 50% du SMIC. En clair, pour être très concret, c'est plus la CSG, c'est cette fois-ci des cotisations sociales. Avant, en tant qu'apprenti, je le payais au-delà de 79% du SMIC. Maintenant, ça va être au-delà, effectivement, de 50% du SMIC. Alors là, on attend aussi des précisions par décret parce que le seuil pourrait être encore abaissé. Je paierai un peu plus de cotisation. En gros, parce qu'on va parler maintenant plus précisément, pour un apprenti au SMIC, ça fait une augmentation à peu près, ça fait 200 euros en moins de salaire net, à peu près, pour un apprenti au SMIC, à peu près. Voilà, ça vous donne un ordre d'idée, et ça, effectivement, c'est quelque chose de plutôt, effectivement, nouveau. Voilà, donc effectivement, oui, bien sûr, le contrat d'apprentissage doit être transmis à l'OPCO, hein, bien sûr. Alors, le contrat d'apprentissage. Alors, autre chose, effectivement, importante, c'est que il va y avoir aussi, donc, on a vu hein, tout ce qui touche la cotisation sociale et CSG payée par l'apprenti, on a vu les aides à l'embauche, maintenant, il y a tout ce qui touche la prise en charge des contrats d'apprentissage. Hein. Donc sachez, et là on attend les décrets parce que tout n'est pas précisé, que la loi de finances oblige les employeurs à participer à la prise en charge des contrats d'apprentissage lorsque le diplôme ou le titre professionnel visé équivaut au moins à un niveau 6 des certifications professionnelles, c'est-à-dire Bac plus 3. Hein. Donc si jamais vous embauchez quelqu'un de plus de Bac plus 3, il y aura une prise en charge minimale. Hein. Enfin, il y aura effectivement une prise en charge par l'employeur. D'accord? Et il y aura aussi une modulation des prises en charge en cas de formation réalisée en tout ou partie à distance. Voilà. Donc ça sera précisé. Pour l'instant, on n'a pas toutes les précisions. Je vous encourage fortement à regarder, effectivement, puisque Lucans donc a une offre de service vis-à-vis des organismes de sécurité sociale, vis-à-vis des employeurs. Donc je vous encourage, je vous ai mis le lien vers le YouTube, parce qu'ils ont Lucans a fait une émission qui s'appelle La Sécu Recrute, campagne alternance 2025, où elle apporte des précisions sur tous ces éléments. C'est une émission très récente. Donc vous avez le lien YouTube. Donc je vous encourage vivement à aller voir le YouTube, et je vous encourage également, si vous avez des questions, bien sûr, sur tout ce qui touche le droit de la formation, à écrire en tant qu'employeur des organismes de sécurité sociale à formation@ucans.fr. Voilà. Le CPF, Arnaud. Alors, on va terminer bien sûr par le CPF, hein, c'est le dernier point. Donc la participation forfaitaire obligatoire est passée à 102,23 € depuis le 1er janvier 2025. Alors parce qu'on va essayer de vulgariser un peu les choses. Vous savez qu'avant, quand j'utilisais mon CPF, avant 2024, hein, quand j'avais de l'argent sur le compte, ça permettait de payer intégralement la formation. Et depuis début 2024, je crois de mars de tête, on a l'obligation d'avoir 100 € de participation forfaitaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, très concrètement, je suis salarié, je commande une formation sur les sites de CPF, j'aurai effectivement 100 € à ma charge. Et ce montant de 100 € effectivement est augmenté puisque il y aura effectivement 102,23 € maintenant, 102,23 € depuis le 1er janvier 2025. Donc depuis le 1er janvier 2025, la participation forfaitaire, effectivement, a augmenté. Donc en clair, si aujourd'hui, sur mon temps personnel, je fais un CPF, j'aurai non plus 100 € de franchise à payer, mais 102,23 €. Alors il y a des exceptions. Bien sûr, il y a des cas d'exonération, comme par exemple la prise en charge de la participation par l'employeur, effectivement, au LOPCO. Alors, Jennifer me pose la question, est-ce que ça veut dire qu'il y aurait systématiquement un reste à charge pour les employeurs malgré la prise en charge des OPCO? Tout ça, Jennifer, sera précisé par le décret. D'accord? Mais a priori, il y aura une prise en charge pour les diplômes, on l'a vu, hein, supérieurs à un certain niveau. Hein, il y aura une prise en charge qui sera par l'employeur, mais on attend des précisions par rapport à ça, Jennifer. C'est pour ça que je me permets de vous alerter, Jennifer, par rapport à ça, et bien regarder les décrets qui vont paraître dans les mois qui viennent. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Arnaud, ou est-ce qu'on passe à alors, on va regarder effectivement deux secondes. Est-ce qu'il y a d'autres questions?
Eh bien, cher Sylvain, a priori, non, on peut continuer complètement Alors on avance, l'émission. on est un peu en On retard, avance. donc on va faire le point sur les titres restaurants. Quelle est l'actualité en la matière, Très Arnaud? intéressant. Et avant de t'écouter, on vous propose une petite question qui va s'afficher tout de suite concernant l'utilisation des titres restaurants pour des produits non directement consommables. Est-ce que cette utilisation est étendue jusqu'à fin 2025? Et on vous demande de répondre par vrai ou par faux. Alors, L'utilisation des titres pour, restaurants, des produits pour non vous directement. éclairer, c'est que normalement, un ticket restaurant, ce n'est fait que pour acquitter des prix de produits qui sont directement consommables ou des fruits et légumes. Là, je cite le Code du travail, c'est indiqué que ça permet d'acquitter en principe tout ou partie du prix d'un repas, donc par exemple dans un restaurant, ou des préparations alimentaires directement consommables auprès d'un restaurateur, ou le prix de fruits et légumes chez un détaillant en fruits et légumes. Donc très concrètement, les tickets restaurants ne permettent pas, aujourd'hui, ne permettaient pas, par exemple, de payer des farines, des pâtes, du riz, parce que ce n'est pas directement consommable, et même si c'est très bon les pâtes, ce ne sont pas des fruits et légumes. Donc voilà, et on a mis en place une dérogation qui est tout à fait valable jusqu'à fin 2024, où on pouvait utiliser les tickets restaurants pour, par exemple, payer des pâtes. Alors, est-ce que cette dérogation, elle a été étendue par le gouvernement? Eh bien, jusqu'à fin 2025. Alors, donc Est-ce qu'on on peut a continuer à acheter des pâtes et voilà, des pâtes et du riz, par exemple? Donc, il y a eu des débats récents dans l'actualité. La prise de décision avec toute l'actualité politique a pris du temps, était en retard. Du coup, où est-ce qu'on en est? Alors, vous êtes 80% à répondre que cette affirmation est vraie et 20% fausse. Je crois, Arnaud, si je ne m'abuse, que 80% des gens se trompent. Est-ce que tu peux nous Exactement, dire plus? exactement. Alors, voici. Alors, il y a eu effectivement un décret qui effectivement est paru en la matière, hein, ça c'est intéressant. Et il y a une prolongation, non pas jusqu'à fin 2025, mais jusqu'à fin 2026. D'accord? C'est-à-dire que la mesure dérogatoire permettant d'utiliser le titre restaurant pour des produits non directement consommables est étendue jusqu'à fin 2026. Donc, vous pourrez continuer d'acheter des pâtes et effectivement et du riz jusqu'à fin 2026. Mais la ministre a dit, donc je rappelle Véronique Louwagie, que vous connaissez sans doute, et qui est ministre déléguée chargée du commerce, de l'artisanat et des PME et de l'économie sociale et solidaire. Elle a dit qu'une réforme serait envisagée cet été. Donc il y aura une réforme cet été qui s'appliquera bien sûr après fin 2026 et il y aura une réflexion sur les tickets restaurants. Donc elle n'a pas été plus loin dans cette réflexion, mais est-ce qu'il y aura on ne sait pas encore, mais est-ce qu'il y aura disons, des montants différents utilisés par jour entre le restaurant et bien sûr quand on va faire ses courses? Est-ce qu'il y aura aussi, parce que ça c'est une vraie réflexion et la ministre l'a évoqué, normalement on ne peut utiliser les tickets restaurants que dans son département, les départements limitrophes. Sauf si vous faites ce qu'on appelle des longs déplacements. Donc souvent les entreprises qui existent au niveau national, elles peuvent aller ailleurs pour utiliser leur titre restaurant. Voilà. Donc il y a une vraie réflexion autour de ça. Donc on attend avec impatience, et vous aussi je suppose, l'été 2025 pour savoir où est-ce qu'on va aller jusqu'à cette réforme. Et jusqu'à fin 2026, a priori, vous pourrez continuer à acheter des produits non directement consommables. Est-ce que vous avez des questions, très chers collègues, sur les tickets restaurants et les titres restaurants? On dit titres restaurants normalement, on ne dit pas tickets restaurants, titres restaurants. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? S'il n'y a pas de questions, on va passer tout de suite à la suite. Parfait. Pas de questions? Avec... À juger. Donc, on va Allez. parler maintenant d'un point très très important. En fait, tu as souhaité mettre à l'ordre du jour, Arnaud, la proposition de loi sur la protection des parents d'enfants gravement malades. Alors, quelles sont les nouveautés en la matière? Alors, juste Marion a entendu parler d'un doublement du plafond. Alors, il y a plein de réflexions, hein. Mais pour l'instant, vous savez, tant que la loi n'a pas été votée, tant que le décret n'est pas paru, c'est difficile de savoir concrètement ce qui va se mettre en place. Il y a plusieurs pistes de réflexion. La réflexion, c'est étendre le ticket restaurant au-delà du département, c'est avoir des prix différenciés suivant qu'on est au restaurant ou pas. Pour l'instant, il n'y a rien. Il n'y a rien. Et sur ce doublement de plafond, il n'y a rien de concrètement mis en place. Donc, il faut attendre la fin de la procédure législative pour savoir effectivement ce qui va être concrètement mis en place. Et comme pour l'instant, il n'y a pas de projet de proposition de loi, on va attendre tranquillement, ou de décret, de projet de décret, on va attendre tranquillement cet été. Alors oui,
Je trouvais que cette proposition de loi était intéressante. Alors attendez, une autre question. Alors, juste tout ce qui est proposition de loi sur la protection des parents d'enfants gravement malades. Donc maintenant, c'est ce que effectivement je vais aborder. Donc, alors pourquoi je parle de cette proposition de loi? Parce que vous allez me dire, oh là, des propositions de loi, il y en a beaucoup qui sont déposées au Parlement. Sauf que cette proposition de loi fait l'objet d'un consensus. Donc, elle est à l'Assemblée nationale, elle va bientôt passer au Sénat. D'accord? Donc, elle fait l'objet d'un consensus. C'est-à-dire, en clair, les députés ont voté pour à quasi-unanimité. Donc, il y a de fortes chances que cette proposition de loi s'applique prochainement. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans cette proposition, effectivement, de loi sur la protection des parents d'enfants gravement malades? Alors, première chose qui est effectivement intéressante, c'est que vous savez qu'il y a des critères de discrimination qui sont prévus dans la loi. Donc, il y a un article qui s'appelle l'article L 1132-1 qui pointe les motifs de discrimination. Je ne peux pas faire de différence de traitement, que ce soit en matière de formation, de salaire, de conditions de travail, etc., en fonction de certains critères. Dans ces critères, il y a, les opinions syndicales, les opinions politiques, le handicap, la maladie, bon, je ne vais pas tous les citer, hein, la grossesse, etc. Et on va rajouter un point sur tout ce qui touche l'état de santé de l'enfant. Donc, ça serait un critère supplémentaire de non-discrimination et je ne pourrais pas traiter quelqu'un différemment parce que son enfant est malade. Hein. Deuxième chose affirmée, c'est qu'il y a une confidentialité sur la santé de l'enfant. C'est-à-dire que je n'ai pas à donner d'informations à l'employeur sur l'état de santé, effectivement, de mon enfant. Il n'a pas à le demander, ça sera inscrit dans la loi, sauf, bien sûr, si je demande des droits liés à cet état de santé. Je prends un exemple, si je demande un congé enfant malade, bien sûr, l'employeur a le droit de me demander un justificatif par lequel cet enfant est malade. Voilà. Ensuite, deuxième chose extrêmement intéressante, c'est la protection contre le licenciement. Parce qu'il y a une protection contre le licenciement. Actuellement, quand vous avez quelqu'un qui est en congé de présence parentale, alors peut-être tu peux passer la diapo suivante parce que c'est pas évident de savoir ce que c'est que le congé de présence parentale. Le congé de présence parentale, je rappelle que c'est ouvert à tout salarié sans condition dans l'ancienneté dont l'enfant est à charge au sens des prestations familiales. Et Sybille nous a mis à disposition le lien vers caf.fr. Donc, si jamais vous avez un salarié qui a un enfant qui est atteint d'une maladie, d'un handicap, d'un accident d'une particulière gravité, qui rend indispensable une présence continue à ses côtés et des soins contraignants, on a possibilité effectivement d'avoir un congé de 310 jours sur 3 ans. D'accord? Avec une possibilité de renouvellement avant la fin de la période dans ces cas-là. Et sous condition, on peut bénéficier d'une allocation journalière de présence parentale qui est versée par la CAF ou la MSA suivant notre régime. Donc en clair, quand j'ai un enfant qui a une maladie d'une particulière gravité, je peux bénéficier du congé de présence parentale. Donc tu peux revenir à la diapo précédente maintenant parce que ça va peut-être s'éclairer. Et je rappelle pour l'instant qu'on n'a pas le droit de licencier quelqu'un qui est en congé de présence parentale. Donc ça ne va pas changer. Par contre, ce qui va effectivement sans doute changer, hein, si la loi est votée, c'est que cette période de protection va être étendue après la reprise de travail. Il y a 10 semaines après la reprise de travail. Donc, je ne pourrais pas licencier quelqu'un qui ne serait plus en congé de présence parentale, qui n'aurait plus ses 310 jours, aux 10 semaines suivant la fin de ses congés précités, mais également pendant la maladie ou la convalescence de cet enfant. Donc ça, c'est nouveau, maladie ou convalescence, qui peut durer très longtemps. Donc, je ne pourrais pas le licencier. Sauf bien sûr s'il commet une faute grave, et sauf impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à cet état de santé. D'accord? Donc, c'est-à-dire que la protection, pour être très concret, dans cette proposition de loi, c'est l'abouti. Et chers collègues, je vous donnerai des nouvelles la prochaine fois de cette proposition de loi que je suis avec beaucoup d'attention. Et ben, sachez que la protection va être étendue. On ne pourra plus licencier quelqu'un, sauf faute grave ou impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à état de santé. Ben, je prends un exemple, si l'entreprise ferme pour des raisons économiques, par exemple. Voilà, donc ça, c'est des choses intéressantes, mais il y a aussi des choses aussi concrètes, en plus de ce que je viens de dire, qui vont être mises en place si, bien sûr, cette proposition de loi est votée. D'accord? La durée légale du congé pour la survenue d'un handicap, d'une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique, donc ça, c'est le médecin, effectivement, qui va nous le dire, ou encore d'un cancer chez l'enfant, serait portée de 5 jours ouvrables à 12 jours ouvrés. Donc, chers collègues, jusqu'à maintenant, lorsque vous aviez la survenance d'un handicap chez l'enfant, une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique, cancer, etc.,
chose d'aussi grave, ou un cancer chez l'enfant, vous aviez droit à 5 jours ouvrables. Donc 5 jours ouvrables, je rappelle, les jours ouvrables, ce sont tous les jours de la semaine, effectivement, sauf les dimanches et jours fériés. Ça serait porté à 12 jours ouvrés. Donc les jours ouvrés, ce sont le jour travaillé. D'accord? Donc ça va être quelque chose de nouveau et ça va augmenter fortement, effectivement, le nombre de jours de congés. Encore faut-il, bien sûr, bien sûr que ça soit le cas. Et puis, il y a la possibilité également d'un partage de la JPP, donc c'est nouveau, hein, c'est aussi si la loi est votée, c'est que vous avez ce qu'on appelle une allocation journalière de présence parentale, hein, qui est versée par la CAF, et on peut très bien avoir des parents qui sont séparés, et dans certains cas, il pourrait y avoir partage de cette allocation journalière de présence parentale. Voilà. Oui, alors pour répondre à une question effectivement qui m'est posée, pardon, excusez-moi, peut-on cumuler le droit à congé loi El Khomri et les 2 jours de congé supplémentaires pour enfants handicapés de moins de 15 ans? Bah, oui, parce qu'il y a une origine légale d'un côté, l'origine conventionnelle de l'autre. La loi sur la protection des parents d'enfants malades a été votée le 19 juillet, Baptiste. Mais oui, tout à fait. Mais il y a une nouvelle loi. Ça, effectivement, c'est une nouvelle proposition de loi qui s'appelle à peu près pareil. Mais vous avez raison, il y a déjà une première loi qui a été votée le 19 juillet 2023 où bah, quand on avait un congé, c'est parti de 2 jours à 5 jours ouvrables. Mais ça, c'est une nouvelle proposition de loi, d'accord, qui a été déposée en décembre, pour être précis, 2024. D'accord? Donc, c'est une nouvelle proposition de loi. Proposition de loi sur la protection, effectivement, des enfants malades. Voilà un petit peu comment ça s'appelle des parents d'enfants gravement malades. Voilà. Donc, c'est une nouvelle loi, Baptiste. C'est pas la même. Hein. Rassurez-vous. On Voilà. a d'autres questions, Arnaud, ou est-ce qu'on passe à point suivant? Et bien, ce que je vous propose, c'est comme il nous reste que 10 minutes, Oui, voilà. c'est qu'on passe effectivement au dernier sujet, hein, si vous en êtes d'accord. Donc, le dernier sujet, c'est l'actualité jurisprudentielle. Donc, je vous ai pris 4 arrêts qui m'ont semblé intéressants, pardon, excusez-moi. La mise à pied disciplinaire d'un salarié protégé, l'accident du travail pendant le télétravail et la pause déjeuner, les SMS et la preuve est issue de l'exploitation d'un logiciel d'appel. Voilà, donc on peut continuer, hein, il n'y a pas de problème. Alors, une petite question. Peut-on imposer une mise à pied disciplinaire à un salarié protégé? Oui, ça c'est une vraie question. Vous avez des salariés qui sont des salariés protégés, par exemple le délégué syndical, le membre du CSE. Quelque part, est-ce que c'est pas une... Vous savez que quand on change les conditions de travail, on change le contrat de travail d'un salarié protégé, on ne peut pas lui imposer. Hein. Donc s'il refuse, ben, on passe par un licenciement. Bien sûr, on peut passer par un licenciement. Hein, voilà, et dans ces cas-là, il faut une autorisation de l'inspection du travail. Mais une mise à pied disciplinaire, est-ce que c'est pas un manquement? Est-ce que c'est pas disons, un changement des conditions de travail? Alors, on a 86% de oui, 14% de non, Arnaud. Eh bien là, Sylvain, effectivement, la majorité a tout à fait Ah ouais. raison. Et c'est un arrêt de la Cour de cassation, effectivement, qui le dit. D'accord? Donc on va prendre la diapo suivante pour voir l'arrêt de la Cour de cassation. Voilà. Donc on rappelle, je vous ai pris des exemples de salariés protégés, le délégué syndical, parce que c'est pas évident, peut-être pour des collègues qui sont un peu loin, le délégué syndical, le membre du CSE, les conseillers prud'homales, les conseillers du salarié, il y en a bien d'autres, hein, bien sûr. Ceux-ci bénéficient notamment d'une protection en cas de rupture du contrat de travail. On ne peut pas changer aussi leurs conditions ou leur contrat de travail. Hein, sans autoriser, si jamais ils refusent, on doit passer, si l'employeur veut maintenir ce changement des conditions de travail, on doit passer par une autorisation d'inspection du travail en cas de licenciement. Voilà. Donc, c'est effectivement, je paraissait important de vous dire ce que c'est qu'un salarié protégé. Donc, en ce qui concerne cette décision de la Cour de cassation, c'est bien aucune modification du contrat ou des conditions de travail ne peut être imposée à un salarié protégé, mais une mise à pied disciplinaire s'il avait refusé d'accomplir, c'est un arrêt de la Cour de cassation du 11 décembre 2024, peut lui être imposée, car il n'y a ni modification contractuelle, ni modification des conditions de travail. Alors,
Autre exemple intéressant, alors là je suis désolé, chers collègues, ça n'a pas encore été passé en cours de cassation, mais ça me paraît intéressant parce qu'il y a beaucoup de problématiques au niveau des accidents du travail, et que je rappelle que l'article du Code du travail, l'article 1222.9, précise que l'accident survenu sur le lieu où est exercé le télétravail pendant l'exercice de l'activité professionnelle du salarié, d'accord, est présumé être un accident de travail. Donc quand vous avez un exercice, alors quand vous avez un accident, que vous êtes en télétravail, c'est présumé être un accident de travail. Donc la problématique, c'est pendant ma pause déjeuner. Hein, j'ai une pause déjeuner. Est-ce que pendant cette pause déjeuner, d'accord, donc je rappelle que la pause déjeuner, c'était entre 11h30 et 14h dans cette entreprise. On avait possibilité, il y avait ce qu'on appelle une plage mobile, hein, on avait possibilité de la prendre entre 11h30 et 14h. Et il se trouvait que la personne montait l'escalier. Elle est montée l'escalier, elle a été prendre son déjeuner. Donc, elle travaillait dans sa cave, d'accord? Et elle a monté effectivement l'escalier pour aller dans sa salle à manger. Et pendant qu'elle montait l'escalier, elle s'est cassée la figure, elle a eu un accident. Hein. Donc là, la Cour de cassation a considéré qu'il y avait une courte interruption. Hein, enfin, il y aurait eu une courte interruption entre le travail le matin et l'après-midi, mais elle n'a pas pu travailler l'après-midi. Donc, en l'espèce, c'était bien un accident du travail. Donc, quand j'ai un accident pendant ma pause déjeuner, que c'est dans ma maison, hein, voilà, quand c'est dans ma maison, dans mon appartement, c'est bien effectivement considéré comme étant un accident effectivement de travail. Voilà, donc là c'est bon. Donc ça c'est la cour d'appel d'Amiens. Donc deux autres pour finir, deux autres arrêts. Des SMS échangés via un portable professionnel peuvent-ils fonder un licenciement disciplinaire? Alors, vous allez pouvoir répondre à la question tout de suite qui va s'afficher. Oui ou non, les SMS échangés via un portable professionnel peuvent-ils fonder un licenciement disciplinaire? On vous laisse quelques petites secondes pour répondre. 78% répondent oui, 22% répondent non. Quelle est la réponse, Arnaud? Alors, Oui. c'est ce qu'on va voir effectivement maintenant. La réponse, effectivement, est oui, mais avant, je voudrais répondre à une question de Nicolas. Ben non, Nicolas, c'est pas un accident de trajet. Ça va être compliqué, un accident de trajet, quand même, au niveau du télétravail. Parce qu'on était toujours, si vous voulez, on était toujours dans l'appartement. Donc, alors, c'est vrai que la question s'est posée. Hein, je vous cache pas que la question s'est posée. C'est bien un accident de travail. La Cour d'appel a considéré que c'était bien un accident de travail. Mais c'est comme si je déjeunais sur mon lieu de travail, pour répondre à notre question. Si je déjeune sur mon lieu de travail, et pareil, ça peut être considéré aussi comme un accident de travail, hein, dans l'entreprise cette fois-ci, pour répondre à une question qui m'est posée. Et enfin, et on va terminer effectivement sur ce point, on continue. Voilà. Donc les SMS émis à partir d'un portable professionnel bénéficient d'une présomption de caractère professionnel en lien avec l'activité professionnelle. Méfiez-vous des portables que vous envoyez sur vos portables professionnels, parce que si l'employeur y a accès, et là c'est un dénigrement de l'employeur en l'espèce, hein, il y avait un dénigrement de l'employeur peut licencier sur cette base en disant que c'est un dénigrement. Et là, c'est une limite, on va dire, à la liberté d'expression, parce que c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est sur un portable professionnel. D'accord? Donc là, on considère que c'est pas comme un mail où j'ai marqué privé ou confidentiel. On considère dans ces cas-là que l'employeur peut l'utiliser. Voilà. Alors, dernier arrêt que je trouve extrêmement intéressant, c'est un arrêt du 22 janvier 2025 que j'ai trouvé vraiment très intéressant. Alors, je vais vous raconter la situation. C'était des agents qui étaient sur une plateforme téléphonique. Et sur cette plateforme téléphonique, ils avaient un peu comme, entre guillemets, une grève du zèle, c'est-à-dire qu'ils ne prenaient pas les appels tout de suite. Ils ont voulu marquer une opposition effectivement à l'employeur. Ils ne prenaient pas les appels tout de suite. Les appels duraient extrêmement longtemps. Ils ne répondaient pas à tous les appels téléphoniques, de manière alors qu'ils auraient pu y répondre. Vous voyez, donc il n'y avait pas de raison particulière. Et ben, la Cour de cassation a considéré le 22 janvier 2025 que l'exploitation des données issues d'un logiciel informatisé d'un centre d'appel peut être utilisée pour prouver une faute. Hein, il faut bien sûr que ce soit indispensable l'exercice du droit de preuve et proportionné au but poursuivi, c'est-à-dire que par exemple, on n'a pas d'autre moyen de le prouver qu'il avait commis cette faute. Donc en l'espèce, ils avaient, voilà, il avait utilisé pour contrôler effectivement l'activité et la défense avait dit mais attendez, c'est une atteinte à la vie privée. Non, ce n'est pas une atteinte à la vie privée. Et on a pu démontrer qu'ils n'avaient pas répondu à des appels téléphoniques alors qu'ils étaient effectivement sur cette plateforme téléphonique. Voilà. Voilà. Alors attendez, oui, allez-y, vas-y, continue. Est-ce qu'il y a des questions? Parce qu'on arrive au terme de la présentation. Alors, juste une question de Baptiste qui dit oui, mais attention, les faits reprochés sont en lien avec l'activité professionnelle, c'est vrai. S'il n'était pas le cas, ils peuvent être couverts par le secret des correspondances. Ça se discute, Baptiste. Ça discute.
parce qu'il y a eu des cas, alors bien sûr, si vous mettez personnel et confidentiel, il n'y a pas de problème si c'est un portable professionnel, mais imaginez que ça relève de la vie privée, que ce sont des faits de harcèlement. Hein, donc ça peut se discuter, ça peut être des faits de harcèlement moral, des choses comme ça. Il n'y a pas de rapport direct avec la vie professionnelle, on peut tout à fait le reprocher aux salariés. Très bien. Alors Arnaud, je te propose de conclure rapidement. Vous rappelez qu'on a une offre de service, hein, l'Institut 410 vous accompagne. Donc on vous mettra dans le support le lien vers notre offre RH. On vous conseille déjà de vous rapprocher de votre RTC, hein, votre responsable commercial territorial, qui peut vous aiguiller sur les offres en matière de RH et du droit du travail, mais également nous contacter si vous avez des projets sur mesure. Donc l'Institut 410 peut vous accompagner pour répondre à vos spécificités d'organisme. Le replay, dès lundi, par email, vous recevrez tous un mail avec le lien de téléchargement du support et le lien YouTube qui vous permettra, comme on vous le disait en introduction, de revoir cet 7e épisode des Rendez-vous du droit du travail. Les prochains rendez-vous avec Arnaud, vous allez recevoir également, là, tout à l'heure, tout de suite même, déjà dans votre boîte mail, si je ne m'abuse, c'est déjà arrivé il y a 10 minutes, l'avis, l'évaluation pour compléter, puis nous dire ce que vous pensez. Merci, et surtout, exprimer les sujets qui vous posent question. Parce que, par exemple, là, sur les réseaux sociaux, c'est une question que vous nous aviez posée. Donc, n'hésitez pas, on est preneur pour pouvoir alimenter le prochain épisode qui aura lieu très prochainement. Alors, avant ce prochain épisode, il y a, comme vous le disiez en intro tout à l'heure, le Paix en poche le 26 mai prochain à 14h, animé également par Arnaud et Caroline Capel. Sur les frais de déplacement, donc un épisode très très opérationnel, hein, les paix en poche, c'est vraiment, ça s'adresse vraiment aux gestionnaires, hein, dans les organismes, et on vous propose des exercices, c'est vraiment un format très très opérationnel. Et puis Arnaud, on se retrouve ensemble, si tout va bien, le 13 juin de 14h à 15h. Alors, comme d'habitude, vous aurez l'ordre du jour quelques semaines avant, hein, puisqu'Arnaud se cale sur l'actualité. Donc voilà, mais n'hésitez pas en tout cas à nous faire part d'un sujet qui vous tient à cœur pour qu'on pourrait traiter dans le cadre de ces rendez-vous. Et il y a des projets de loi en cours, et il y aura de l'actualité, je pense. Tout à fait. Voilà, je ne sais pas si notre directrice est là ou pas. Vous êtes là, Élodie, je ne sais pas. Elle souhaitait conclure, mais je ne sais pas si vous êtes là. En tout cas, si elle n'est pas là, elle s'excuse puisqu'elle voulait vous saluer, mais elle était prise sur un autre rendez-vous. Donc, je suis là. Ah, vous êtes là. Ouais, je suis là, bonjour. Je suis là, je n'ai pas bougé. Je voulais juste vous saluer. Merci beaucoup, Sylvain. Je suis là. Je suis avec. Merci surtout à Arnaud aussi, notre star. Et j'adore, effectivement, pour conclure, j'ai réussi à me libérer pour vous dire, pour vous faire un petit mot. Et merci beaucoup. Et merci, Sylvain, d'avoir rappelé, effectivement, tous nos événements futurs. Proches pour Paye en poche. Mois de juin, effectivement, pour les rendez-vous du droit du travail avec Arnaud, que vous connaissez très très bien, et puis surtout notre offre, hein, catalogue aussi, nos offres sur mesure, enfin tout ce que vous a dit Sylvain est parfait. Je voulais juste vous saluer pour vous remercier aussi d'être aussi nombreux avec nous et nous faire confiance, voilà. Et puis merci surtout à nos collègues aussi qui organisent ça, que c'est un gros travail et je voulais les saluer aussi, c'est pour ça que je suis venue vous voir, voilà. Merci beaucoup. Merci à vous, et puis on vous remercie pour votre fidélité et à la prochaine. Merci. Et n'hésitez pas à exprimer ce que vous en pensez dans l'évaluation que vous avez reçue. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir.